Bonjour. Alors, pour répondre aux questions qui ont été posées la dernière fois, à savoir, un, qu'est-ce que l'extrême contemporain? Et deux, ça commence quand? Je vais vous renvoyer à la personne qui a théorisé la question, à savoir Lionel Ruffel de l'Université de Paris 8. Donc, voilà un article qui provient de voxpoetica.org. Qu'est-ce que le contemporain et qui constitue l'introduction d'un volume collectif auquel ont participé pas mal de personnes autour de la définition et de l'approche de cette notion de contemporain extrême, de contemporain, disons, au sens fort du terme, hein, pas seulement, etc. Alors, parmi les choses qui ont été dites la dernière fois, certaines d'entre vous ont évoqué les périodes historiques, bien connues, qui à chaque fois supposent un décalage par rapport à l'intuition qu'on peut en avoir, le Moyen Âge, les temps modernes qui correspondent pas à ce qu'on appelle par ailleurs la modernité. Enfin, vous voyez tous ces éléments et l'histoire contemporaine qui est censée commencer avec la Révolution française. Voilà. Alors, d'autres ont évoqué le fait que ça concernait essentiellement des artistes vivants et c'était un peu mon opinion, je dois dire, pour travailler. Moi, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours, ça va faire l'objet de la suite du cours, c'est le fait que des choses ultra contemporaines se réfèrent à l'histoire, à quelque chose qui a déjà été écrit par ailleurs à un autre moment plus ancien et que se tisse ainsi quelque chose qui est de l'ordre d'une tradition qui n'émarge pas du tout aux côtés, je vous avais dit, la guerre des Michards, hein, c'est-à-dire toujours pareil, le canon, mâle, blanc, mort, européanocentriste, malocentriste, ethnocentriste, et donc cette espèce de préjugé énorme qui préside à cette litanie, cette galerie de mecs blancs qui constitue soi-disant l'histoire de la littérature. Donc moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est uniquement le fait que l'extrême contemporain va permettre de casser cette logique calamiteuse que j'appelle la logique la guerre des Michards. C'est un petit peu caricatural parce qu'il n'y a pas que la guerre des Michards, enfin de histoire de l'art, histoire de la littérature, même combat, même structuration bizarre. Et on va voir que d'ailleurs, dans cet article, même Lionel Ruffel n'échappe pas à cette dimension de référence par rapport aux grands hommes, la patrie reconnaissante, aux grands poètes, etc. Ce qui pose toujours qui crée toujours une espèce de sensation bizarre. Alors là, ce qu'on va dire, en arrivant au milieu de l'article, c'est Baudelaire n'a pas seulement écrit des poèmes, il a également écrit des pensées qu'il a intitulées Fusée et Mon cœur mis à nu. Et dans l'un de ses textes, il écrit au sujet du beau que c'est un mélange de fugitif et de transitoire et d'éternel. Et ça devient une espèce de formule, comment dire, on dirait qu'elle est roulée dans la chitine, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, elle est sous carapace en quelque sorte. On ne peut rien changer à cette espèce de concrétion bizarre. C'est jamais qu'un type qui a écrit un truc un jour et ça devient grâce à l'effet canon. Par canon, j'entends littérature canonique, hein, il ne s'agit pas d'un canon qui tire des boulets, bien évidemment. Oui, il fallait peut-être le préciser quand même. Bon, bref, que j'entends là, c'est que du coup, le moindre pet de lapin écrit par les soi-disant grands auteurs devient sacralisé en quelque sorte. Enfin, il y a cette dimension. Et je crois que dans la réflexion de Lionel Ruffel, cette dimension, elle est extrêmement présente. Alors, je commence ici en posant une question aussi frontale que curieuse. Qu'est-ce que le contemporain? Mais le contemporain, c'est ça, c'est ce qu'on vit, blablabla. Et le fugitif sans l'éternel, pour reprendre les termes célèbres de Baudelaire évoquant la modernité. Donc voilà, l'instant fugace, l'instant qui passe, et tout ça n'est pas sérieux. Alors à chaque fois, vous avez les notes, hein, bien évidemment, qui sont à la fin. Bon, c'est pas grave, on ira voir tout à l'heure, ça va être compliqué sinon d'utiliser
le PDF. Donc voilà. Alors, vous voyez, il y a un désir chez Lionel Ruffel de faire exploser, vous voyez, les catégories académiques, le fait qu'il y a des professeurs ou des cours, littérature contemporaine, philosophie contemporaine, gna, 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 gna. Il y a un fétichisme de la discipline, vous voyez, et toujours la question irritante que vous avez posée la semaine dernière. Le contemporain, c'est à partir de quand exactement? Alors, on va voir comment Lionel Ruffel élimine complètement cette question en disant on va plutôt se poser la question, là je vous résume un peu l'article de façon un peu cavalière, on va se demander si ce contemporain, c'est pas une catégorie de temps, il y aurait, vous voyez, le moderne, l'ancien, le ci, le là, l'antique, enfin, la période ci, la période ça, mais si on ne devrait pas plutôt se pencher sur ce mot même de contemporain, se demander quand est-ce qu'il a émergé, qu'est-ce qu'il a pu signifier. Et on s'aperçoit que quand on travaille comme ça, c'est plus intéressant parce que toujours des classifications, toujours des périodes, etc. Bon, la pensée tourne en rond, ça n'avance pas. L'historicité en termes d'âge ou d'époque, hein, vous voyez ici l'historicité en termes d'âge ou d'époque, ben, c'est pénible, hein. Là, je vous passe rapidement tout ça. La périodisation est pénible. Là, vous pouvez lire en détail pour savoir pourquoi c'est pénible. Mais je pense que c'est principalement à cause de cette chitinisation, de cette induration et de cette sacralisation, hein. Il y a eu un excellent numéro d'Art Presse sur le sacré qui montrait que le sacré était une notion de pure foutaise. Et il y a eu aussi les bouquins de Daniel Dubuisson, mon collègue de Lille, qui a également envoyé au mille diables un type comme Mircea Eliade, dont la pensée, soi-disant, est concentrée autour d'une notion aussi vide que creuse et inexistante qui est le sacré. Donc il s'agit de montrer que le sacré est une baudruche, hein, que c'est rien du tout de valable. Et Mircea Eliade lui-même, extraordinairement adulé alors qu'il était bon, un fasciste notoire. Alors c'est toujours le problème, les gens qui adulent, les gens qui étaient des fascistes notoires, voilà. Vous voyez, on peut réfléchir à ça aussi, hein. Moi j'aime beaucoup Marinetti, je trouve que les textes qu'il a écrits sur les voitures et les vélos sont absolument tordants. On voit une voiture dans un texte de Marinetti en train de se faire jeter dans le fossé par deux vélos zigzagants et tremblotants. Et il y a toute une réflexion sur la vitesse qui est follement amusante. Mais enfin, bon, Marinetti, il a super mal tourné. Il a tourné fasciste. On a le même problème avec des tas d'auteurs, etc. Bon, pour Mircea Eliade, le problème, donc, c'est peut-être pas tant le fascisme lui-même, parce que là, on entre dans des considérations de réflexion plus complexes, et c'est pas ça que je veux aborder aujourd'hui. On pourrait réfléchir, parce que séparer l'homme de l'artiste, ça peut être aussi utile, hein, comme perspective, et pas continuer à aduler des salopards, c'est pas une mauvaise chose non plus, il faut bien le dire. Alors, enfin, toujours est-il que ce qui m'intéresse ici, c'est que Mircea Eliade se base sur une notion vide et creuse qui est le sacré. Ça n'existe pas, c'est un vide total. Et de la même façon, on se raccroche beaucoup aux branches en essayant de conceptualiser des choses qui ne sont pas forcément très très intéressante, et c'est un peu le cas de cette notion de contemporain. Donc il s'agit de s'interroger enfin sérieusement sur cette notion, et c'est ce que se propose de faire Lionel Ruffel. Alors, il faut être prudent avec cette formulation car elle suppose une coïncidence plus ou moins grande entre des événements historiques ou artistiques et une communauté de réception. Alors vous savez que la réception, c'est tout un problème, on ne sait jamais qui exactement lit ou reçoit les choses. Donc vous voyez comment la notion d'extrême contemporain est vraiment, comment dire, tombe sur des écueils à n'en plus finir. Et là, on est en train de, comment dire, d'élaborer une série d'écueils, et on a l'impression qu'on n'avance pas du tout. Bon, alors comment avancer en réfléchissant à ce que ça a voulu dire pour les gens d'être contemporains. Pour certains, ça a voulu dire qu'il y avait une sensibilité aiguë
à quelque chose que les autres ne percevaient pas parce qu'ils étaient confis dans la tradition, le fait qu'on avait toujours fait comme ça, qu'on continuait pareil, et cetera, et cetera. Et là, c'est les exemples qu'il y a, dans cette page-là. Nietzsche, Baudelaire, vous voyez, les exemples sont par ailleurs extrêmement canoniques, hein, bon, enfin bref, et l'historicité, ce problème-là, et cetera. Alors, rapide sophistique, hein, c'est-à-dire là, il a fait le tour de la sophistique. On ne peut pas périodiser hors des usages. Donc les usages, c'est à la fois le fait que les gens utilisent la notion et le fait que les gens la reçoivent. Alors, pour l'utilisation, un peu plus loin dans l'article, Lionel Ruffel note que l'utilisation, elle est parfois extrêmement méprisante, hein. Il y a une façon de dire oui, nos contemporains, et ça c'est particulièrement vrai pour l'usage des vêtements noirs, nos contemporains s'habillent en noir au 19e siècle, pourquoi tout ce noir? Le mot contemporain ne va pas sans une certaine péjorativation ou réprobation, disons. Donc, valoriser notre contemporain, ça passe aussi par le fait qu'il faut sortir de cette espèce de persiflage ironique qu'on ressent parfois. Alors, donc, vous voyez, il faut sortir du régime d'historicité, il faut sortir du problème du fait que parce qu'on évoque le contemporain, on évoque forcément les, j'allais dire, d'une façon large, les idées politiques des gens, leur présence, leur caractère. Évidemment, hein, si vous parlez de Phidias, sculpteur antique, ou d'Apelle, peintre très, très antique aussi, vous n'allez pas vous poser la question de son insertion dans la vie sociale et politique de son temps. Alors que quand il s'agit de contemporains, la question se pose avec une énorme acuité. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est les périodes, le lien avec l'histoire, le fait que le contemporain serait une période, de la même façon qu'il y a la période de ci ou de là qui renvoie à la sécheresse des catégorisations. Et pour finir, le fait que le mot contemporain a désigné à différentes époques des choses différentes, hein. Alors, vous voyez, là, par exemple, l'encyclopédie de Diderot, contemporain, il y a peu de fonds à faire sur les jugements favorables ou défavorables, même unanimes, que les contemporains d'un auteur portent sur ses ouvrages. Et donc là, c'est tout le problème aussi du jugement. Alors là, on entre dans une ère nouvelle. Vous savez que la grande autrice du 19e siècle, c'était une certaine Rachilde, qui a écrit des tas de bouquins. Elle a été mais hyper célèbre à l'époque. C'était la grande autrice du 19e siècle français. Le peintre le plus célèbre du 19e siècle s'appelle Meissonnier. C'était un type qui peignait des boutons de guêtre, enfin qui peignait avec un détail absolument phénoménal, jusqu'au dernier bouton de guêtre. Il peignait les matricules des soldats qui représentaient. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même tout le problème de savoir si en adulant le contemporain, on ne va pas faire preuve d'un jugement qui sera ensuite, disons, renié par l'histoire, ou des gens qui tombent dans l'oubli. Là, c'est tout le problème. Alors, je peux vous donner quelques exemples un peu en vrac. Par exemple, Rimbaud n'aurait jamais existé, et Lautréamont non plus, s'il n'y avait pas eu Breton qui était allé à la Bibliothèque nationale et qui avait réexhumé ses poètes. Watteau serait complètement tombé dans l'oubli s'il n'avait pas été ressorti, disons, très tardivement. Et c'est aussi le cas de Vermeer de Delft, qui a laissé très très peu de tableaux et qui est tombé dans l'oubli pendant des millénaires. Il arrive qu'on redécouvre quelque chose qu'on avait complètement oublié. Il arrive qu'on réattribue à la vraie autrice en général des femmes les choses qu'on avait attribuées à un mec. Par exemple, pensez Le Corbusier, un fauteuil Le Corbusier, bon, bah, c'est pas un fauteuil Le Corbusier, c'est un fauteuil Charlotte Perriand. Vous voyez, donc réattribution, etc. Donc tout ça, c'est le problème du contemporain. Et là, vous voyez, dans cette phase de l'article, il est évoqué le contemporain, le moderne, etc., les définitions. Voilà. Alors, le moment contemporain de la modernité,
Donc là, on a vu à peu près tous les problèmes, hein. Je suis allée un peu vite par rapport au texte qui ici développe, disons la question historique. Alors, quels peuvent être les liens historiques? Alors après-guerre, enfin les liens, les indices, un certain nombre d'institutions se créent ou se détachent de leur institution mère dans le but d'exposer l'art en train de se faire, l'art qu'on va désormais appeler contemporain. L'art en train de se faire, la littérature en train de se faire, et à la fin du paragraphe, vous voyez, les inventer à partir, c'est ici, de ce qui fait la spécificité de cette génération, être vivante. C'est-à-dire que spontanément, vous voyez, on vit, on est vivant, et on est contemporain parce qu'on est vivant. Premier élément de reconstruction d'une définition ici. Deuxième grande transformation, la multiplication des processus de décentrement. Alors ça, c'est très intéressant comme idée parce que ça suppose aussi que on cesse justement de s'accrocher au canon. Et cette pensée est très présente, hein, dans la pensée de Lionel Ruffel et c'est très important. Vous voyez, il parle à la fois du décentrement artistique, du fait que bon, on n'est plus la configuration des rapports de force entre Europe et Amérique, le fait que tout change, hein, c'est ce que les White, c'est un couple d'écrivains, enfin un couple de chercheurs et chercheuses sur le système marchand critique. Donc, ce couple montre comment l'art à un moment a subi une transformation énorme. On est passé d'un système traditionnel avec des institutions qui reconnaissaient l'art et qui le validaient au terme de processus, comment dire, globalement institutionnels, vous voyez, les salons, les institutions, etc., au système qu'on a appelé marchand critique. Alors ça, c'est extrêmement important pour le contemporain. Alors là, il parle surtout du fait que l'art a quitté l'Europe, l'art qui était vraiment, comment dire, ethnocentrique, européanocentrique, etc., centriste, etc., est passé aux USA. Donc ça, c'est effectivement un grand moment de l'histoire de l'art, marqué par d'ailleurs la fuite, j'allais dire, de Marcel Duchamp, hein. C'est le jour où Marcel Duchamp a pris le bateau. Il faut voir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'avion. Enfin, ça paraît étonnant quand on y pense, mais aller aux USA, c'était une sacrée paire de manches et en général, on n'en revenait pas. Et donc, dès le début du siècle, je crois que c'est 1915 dans mon souvenir, Duchamp a pris le bateau pour partir aux USA parce que l'art était en train de se déplacer aux USA. Il était en train de se décentrer par rapport à son socle canonique où il n'était, si on peut dire, bon bec que de l'Europe et le reste du monde n'existait tout simplement pas. Donc ce décentrement géographique, ça va introduire aussi un décentrement par rapport aux formes d'art. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je vais vite hein, là, mais on admire l'art aborigène, on admire l'art des femmes africaines qui peignent leur maison de façon époustouflante, on admire l'art du tissage maori, on admire les javanaises et leurs batiks, enfin, c'est-à-dire on a, et on appelle les fauteuils Le Corbusier, on les redonne à celle qui les a vraiment conçus, en l'occurrence Charlotte Perriand. Vous voyez, ça aussi, c'est des figures du décentrement, de l'éclatement. Jadis, il était impossible de s'intéresser à l'art inuit, par exemple, parce que c'était marginal, et d'ailleurs, on appelait le féminisme un front secondaire. Aujourd'hui, il n'est plus question de front secondaire, hein. C'est peut-être le féminisme, c'est peut-être le front primaire hein, pour les hommes et les femmes féministes d'aujourd'hui. C'est un front, enfin c'est quelque chose, c'est le levier hein, le vrai, le seul levier très très important qui englobe toutes les autres catégories. C'est-à-dire quand on pense les catégories politiques, tout est le fait qu'on voit les mecs avec leurs têtes et les femmes on voit les corps, pas les têtes, le male gaze, le regard continuel de l'homme sur les femmes, tu es jolie, les séries coréennes où la femme est une petite poupée minable qu'on traite comme un enfant en lui caressant les cheveux comme un petit chiot ou en lui tapotant la joue. Bon, ben, tout ça, on voit bien que
tout le problème du colonialisme, de l'intersectionnalité, du racisme, des marginalisations diverses, par exemple au Canada, la violente marginalisation des Premières Nations. Je pense cet exemple parmi d'autres, etc. Tout ça, ça a vraiment commencé à bouger et que le féminisme est peut-être finalement, pour les assignés hommes comme pour les assignés femmes, le vrai levier qui, comme l'anneau de Sauron, mais peut-être un peu plus sympathique, les englobe tous, hein, et toutes. C'est peut-être ça la question. Alors je reviens à mon affaire de Marcel Duchamp. Donc le gars, il comprend qu'il a fait des milliers de tableaux cubistes, hein, comme ses frères. Tout d'un coup, il comprend que ça ne va pas aller. Et il part aux USA et il fait Marcel Duchamp aux USA. Voilà, et là, il se passe quelque chose. On parlera une autre fois peut-être de Marcel Duchamp, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse ici, c'est comment, basculement hégémonique dans le champ artistique, moment états-unien de l'histoire de l'art et de la culture, et ça change complètement. Alors, le décentrement postcolonial, c'est le deuxième exemple. Donc, la grande décolonisation, et donc, vous voyez comment politique artistique qui se développe en Inde, etc., les diasporas de tous les pays, etc. Et ça, c'est le moment, effectivement, je viens de vous le dire tout à l'heure, où on est dans la considération d'art qui n'était pas pensé et dit auparavant comme des arts, euh, j'ai même pas envie de dire valable. Il fallait d'abord commencer par apprendre le canon et après, c'était le côté passe ton bac d'abord, hein, si vous voyez la métaphore. C'est-à-dire, oui, évidemment, l'art féminin, l'art des fous, l'art en Afrique, c'est l'art inuit, tout ça, c'est très intéressant. Mais vous allez d'abord apprendre le canon mâle blanc mort heureux péanocentriste, et après seulement vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est cette démarche, hein, qui explose. Et c'est ce que je vous invite à faire en vous disant, créez votre propre culture à partir des choses qui vous passionnent. Et c'est très très important de ne pas s'obliger. Par exemple, ne vous obligez pas à finir un livre qui vous emmerde. Balancez-le, donnez-le à la bibliothèque, laissez-le sur un banc, mettez-le dans une boîte pour récupérer les vêtements. Non, faites pas ça, faites pas ça. Mettez-le chez Emmaüs, faites ce que vous voulez, mais ne finissez jamais un livre qui vous emmerde. Voilà, ça c'est mon principe de base, c'est ma leçon du jour. Donc alors bon, je continue, après avoir évoqué le postcolonial, dans la suite du postcolonial, évidemment, mouvement de relecture, hein, c'est très très important, la notion de relecture. C'est pour ça que ça m'intéresse tant de me demander comment on réécrit aujourd'hui des choses qui datent des siècles d'avant. C'est ce point-là qui m'intéresse le plus dans la question de l'hypercontemporain. Donc, ce mouvement de relecture des époques antérieures sous le prisme post-colonial se retrouve ailleurs dans les théories queer ou féministes qui s'attachent notamment à montrer l'hétéro et le phallocentrisme de la culture européenne, y compris dans sa configuration moderne. Bon, ben, vous voyez, hein, là, tout est dit, Lionel, tout est dit, effectivement. Tout ça, c'est du post, hein, post-colonial, post-patriarcal, post-hétérocentré, post-phallocentré, etc. Alors, hétéro, c'est pas hétéro au sens d'une sexualité, comment dire, d'un plaisir ou d'un choix ou de désir orienté vers tel ou tel échantillon d'humanité. Je parle vraiment du système hétéro comme système. Ça n'a rien à voir avec cette sexualité-là. Et pour prendre un exemple idiot, pourquoi on convainc les femmes que parce qu'elles sont hétéros, elles doivent des services à un mec dans le cadre du mariage? Alors, service d'intendance, il faut qu'on appelle ta mère, service des enfants, il faut qu'on aille chez l'auto, je ne sais pas quoi, dentiste, enfin, il faut qu'on s'occupe du gamin, il faut qu'on aille voir, faut aller à la réunion parents-prof, et si et ça, il faut lui faire ses devoirs, gna gna gna. Ah, bah, il faut que je fasse les courses. Vous voyez, tout ce service gratuit que les femmes sont censées, par le couple hétérosexuel, offrir gratuitement aux hommes pour que la société s'en trouve bien et qu'elle s'enrichisse en quelque sorte, bon, ben ça, c'est pas lié fondamentalement à l'hétérosexualité. On peut très bien
vivre une hétérosexualité sans vivre ça. Alors naturellement, c'est très réprouvé, on va vous parler notamment les femmes seules, les femmes célibataires, c'est affreux. Enfin, évidemment, les médias, l'idéologie spontanée et votre grand-mère, tout le monde va s'y mettre hein, pour vous empêcher de faire ça. Mais en même temps, le choix, c'est la liberté de penser, de vouloir ce qu'on veut de sa vie, et on n'a peut-être pas envie de ça tout en voulant être hétéro. Donc, vous voyez ce que je veux dire par système hétérosexuel, c'est pas tant le problème de la sexualité elle-même, ça n'a rien à voir, même rien à voir. C'est un système qui pense le couple comme le fondement et la famille comme le fondement d'une société qui a énormément besoin de ce travail gratuit pour survivre. Et c'est ce que disait mon idole, hein, Federici, dans un de ses bouquins. Alors, je suis assez floue sur les références de Federici, puisque bon, j'ai tout lu et je ne sais plus trop où je l'ai lu, mais vous avez qu'à tout lire aussi, voilà, ce sera très bien. Elle dit le patriarcat se fait du fric et continue de s'en faire. C'est une citation comme d'habitude approximative sur nos petits plats, nos sourires, nos culs. C'est exactement ça, les bons petits plats que doit faire la femme, les sourires qu'elle doit, oui, les connards dans la rue, allez, fais-moi un beau sourire, va te faire foutre connard, est-ce que je te demande de sourire, est-ce que tu demanderais de sourire à un autre mec, voilà, bon, c'est la réaction de rage que ça suscite, et nos culs, parce qu'effectivement, le service sexuel gratuit, le service de reproduction des enfants, le service d'élevage des enfants. Colette Guillaumin disait de façon très ironique dans son bouquin sur le sexe et le pouvoir, qui date des années 70, elle écrivait c'est quand même étonnant, le contrat de mariage, c'est un des rares contrats où on ne dit pas à combien va s'élever la production. C'est-à-dire si par exemple, bon, moi je produis des bols en porcelaine, toi tu me les achètes, ben, écoute, on dit ben, alors 100 bols en porcelaine, ça sera tant. Le contrat, quoi. Un contrat, c'est normalement égalitaire. Justement, le contrat de mariage, car c'est un contrat, hein, c'est un contrat le mariage, il ne faut pas oublier ça. Eh bien, le contrat de mariage, c'est tu me feras des enfants et en nombre qui n'est pas décidé par le contrat. Donc, c'est un contrat absolument inique. Et voilà ce que disait l'amusante Colette Guillaumin dans son bouquin, où elle a essayé de déterminer d'ailleurs race, sexe et pouvoir. Hein, Colette Guillaumin. Comme Guillaume avec à la fin MIN. Bon, elle a essayé de déterminer ce que c'était que l'appropriation des femmes. Alors, la notion est difficile à dire, parce qu'on n'arrive pas à trouver un mot, elle n'a pas réussi à trouver un vrai bon mot. Elle voulait dire que n'importe quel clochard peut se permettre de huer une fille dans la rue en disant hé salope, viens avec moi, et que ça, c'était considéré. Alors, vous voyez comment ça a évolué maintenant grâce à des gens comme Colette Guillaumin, hein, qu'on réfléchit sur ces conditions-là de façon très forte et très intéressante. Voilà, donc j'en reviens à mon histoire de féminisme et de poste. Alors moi, j'avais écrit un roman, La Vestale du Calix, dont il était question de romans post-patriarcal. Personne n'avait compris dans la maison d'édition. Enfin, c'était des notions qui, à l'époque, en 2010 ou 2011, n'étaient pas du tout avancées. Et ça me permet de voir à quel point, depuis, en une dizaine d'années, ça a énormément évolué. Maintenant, je qualifierais ça de roman queer et tout le monde me comprendrait. Donc, le post-hétéro, le post-phallocentrisme, le post-colonial, tous ces éléments-là sont liés dans un même combat. Combat, je te baptise féminisme pour tout le monde, féminisme pour les assignés hommes comme pour les assignés femmes, assignés vieillards, assignés enfants, assignés ados. Vous voyez les catégories, hein. Ah, mon ado, ah, supporter un ado d'appartement, c'est des catégories. Et peut-être on en a marre hein, de penser en classant. Peut-être il faudrait arrêter de classer pour penser. C'est ce que suggérait plus ou moins Pérec dans Penser classer. Est-ce que je pense avant de classer? Est-ce que je classe après avoir pensé? Est-ce que je remplace la pensée par le classement? Ça, c'est un vrai problème. Alors, où j'en suis, eh bien, je ne sais plus. Oui, j'en suis au troisième phénomène fondamental. Donc, vous voyez, là je me suis arrêté beaucoup à ce phénomène-là, parce que c'était, à mon avis, très important de raisonner en termes comme ça. Vous voyez comment, avant, post, colonial, bon, maintenant ça devient intersectionnalité, on a remplacé un mot en quelque sorte défensif par un mot positif. Pareil, queer, ça remplace
post-féministe. Voilà. Et il y a des choses qui sont comme ça maintenant, hein. Vous voyez la série brésilienne 3%, hein, qui n'a pas enchanté tant que ça le monde parce qu'elle n'était pas assez américaine pour les gens. Les gens voulaient du lycée, du scénario cohérent, ils ne voulaient pas des costumes originaux, pas une histoire de jeunes comme ça. Bon, les gens ont réagi avec leurs critères, comment dire, états-uniens, vous voyez, américano-centrés. Mais malgré tout, dans cette série, c'est assez remarquable de voir que pendant le concours, les garçons et les filles, et les handicapés, et les queers, et les trans, et les lesbiennes, et tout ce que vous voulez, ne sont absolument pas discriminés. Donc là, c'est une vision tout à fait intéressante. Alors, si on reprend cette série, après, évidemment, dans la troisième et quatrième saison, il y a de nouveau des costumes masculinisés ou féminisés, mais dans la première, il y a une espèce d'égalité d'autant plus frappante d'ailleurs que il n'y a pas cette logique finalement sur l'autre rive, hein. L'autre rive, qui est le monde idéal des ricains, justement, l'American Way of Life, si vous voulez. Bon, dans ce deuxième, dans la suite du truc, c'est pas clair, parce que tantôt les affreux, c'est des affreux, hein, les gens de l'autre rive en question, on découvre peu à peu au cours de la série à quel point c'est des gens épouvantables, des assassins, des gens qui préfèrent sacrifier tout à un concept, enfin bon, des gens épouvantables qui ont les mains sales et qui ont du sang sur les mains et qui sont coupables de violences diverses. Bon, bref, donc on découvre finalement tout ça. Et du coup, il n'y a pas de cohérence parce que les costumes des gens de l'autre rive sont très marqués féminin-masculin par certains côtés, des femmes avec des décolletés, des mecs avec des costumes bien fermés, et les femmes en petites robes légères, les mecs avec des bardés de protection de torse, de cuir, de plastique, enfin vous voyez. Et en même temps, tout le personnel militaire est unifié. Donc, à mon avis, là, le propos costumier, le propos de la costumière n'a pas été hyper clair. Bref, fin de cette histoire. Troisième phénomène, donc l'après-deuxième guerre mondiale, esthétique contestataire, apparition sur la scène littéraire mondiale d'un vaste mouvement de renouvellement des formes, etc., le boom latino-américain qui du coup décentre complètement. Donc le moment latino-américain s'articule ainsi, je suis à la fin du paragraphe, au moment états-unien et au moment postcolonial pour former ce que nous appelons le contemporain. Donc les esthétiques contestataires, le postmoderne qui nous renvoie encore à cette histoire d'Amérique. Donc là, il y a quelques mots sur cette question au sujet des USA, etc. Je passe parce que c'est pas, à mon avis, le plus important. Donc, comment s'arracher au flux du temps? Et j'en arrive enfin à la conclusion. Donc, conclusion, ce moment contemporain qui naît après la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, ça y est, réancrage dans une époque, se caractérise en grande partie, la définition peut sembler déceptive, par l'usage du terme contemporain pour se désigner. Vous voyez, on revient complètement à Marcel Duchamp. Marcel Duchamp est très, très important comme, il n'est pas important comme artiste, encore qu'il ait fait de fort belles choses en associant, c'est très beau, hein, finalement, en associant texte et image, hein, c'est l'occasion de le dire, il y a toujours du texte, hein, dans les trucs du chant. Il y a une pelle qui s'appelle En prévision d'un bras cassé. Ils croyaient que c'était complètement absurde, mais en fait, les gens ont dit: ah bah oui, si on déneige, on peut se casser le bras. Bon, vous voyez, mais les gens ont essayé de créer du sens, mais ils pensaient n'en créer aucun. Donc, je pense qu'on reviendra un peu sur Marcel Duchamp, puisqu'il présente, je pense, un très grand intérêt. Et là, en l'occurrence, Marcel Duchamp dit: l'artiste est celui qui se nomme comme tel. Se nommer comme tel, ça c'est un grand mouvement contemporain de se nommer soi-même, de plus accepter d'être nommé, mais de se nommer. Et Marcel Duchamp, en gros, il dit, c'est celui qui dit qu'il est, hein, c'est-à-dire, si vous dites que vous êtes artiste, eh ben vous l'êtes.
Mais ça a l'air de rien, mais c'est pas évident de se dire artiste, tellement il y a des connotations extrêmement pénibles à ce mot d'artiste, le côté le mec, le génie, la tradition, le machin canonique, tout le bazar. Alors bon, pour finir, là, vous avez la référence, cet article est l'introduction de l'ouvrage. Qu'est-ce que le contemporain? Publié sous la direction de Lionel Ruffel, il est reproduit ici avec l'aimable autorisation des éditions Cécile Defaux, où a paru le bouquin. Alors pour finir, eh bien, une brève histoire de cette UE. Elle a été créée par Magali Nachtergaal, qui a travaillé longuement à l'Université Paris 13 et qui a créé cette UE parce qu'elle connaissait Lionel Ruffel et sa pensée. Et du coup, on va ajouter une petite touche personnelle ici pour finir. C'est le fait que Lionel disait à Magali, vous voyez, là on est vraiment dans les contemporains, mais enfin, mais c'est rasoir. Isard, quand il parle du contemporain, il parle de choses qui datent des années 50. J'en ai marre, Gide, je ne sais plus quoi, enfin, Paul Valéry, etc. Enfin, quand même, on pourrait peut-être dépasser un peu ce carcan. Et effectivement, là, on tombe vraiment dans des catégories, notamment de littérature à l'université, la neuvième section, littérature générale, non pas générale, justement, la littérature française, et la dixième section, littérature générale et comparée. Toutes ces terminologies, alors là, on retombe dans la classification, c'est pas possible. Et alors, effectivement, si on prend la catégorie numéro 9, littérature française, on se rend compte qu'on travaille par siècle. C'est hallucinant. Vous voyez, vous êtes spécialiste du 16e, du 17e, du 18e, du 19e et du 20e. Donc, les postes sont indiqués, on cherche dans telle fac un spécialiste du 16e, Moyen-Âge, 20e, etc. Le pauvre Moyen-Âge, il est considéré comme un siècle, alors que ça dure, je ne sais pas, 10 siècles. C'est beaucoup plus long qu'un siècle. C'est plus long que ce qui a suivi. Vous voyez la distorsion complètement délirante du point de vue même de la temporalité, de laisser de faire des tempos comme ça n'a pas de sens. Enfin, on est complètement concentré. Alors, on est spécialiste du XXe siècle, mais il n'y a pas tellement de reconnaissance de spécialistes du XXIe siècle. Hein. Vous voyez, du siècle qu'on vit. Donc là, tout ça, c'est pour la petite histoire, mais ça vous donne bien l'intensité de tout ça. Hein. C'est-à-dire que le fait que l'extrême contemporain n'a pas sa place vraiment dans les catégories hiérarchisées et là encore, induré, chitinisé. Je dis chitine, il y a des gens qui disent chitine, mais on ne comprend rien. Comme ça s'écrit chi, je dis chi, j'en ai marre. Enfin bon, vous dites comme vous voulez. Donc, toutes ces catégories vraiment indurées, bloquées, qui se réfèrent comme ça à des siècles. Et alors déjà, vous vous rendez compte, ça, là, on est dans le contemporain ultime. Ils ont créé, enfin, Magali et Lionel ont créé ce genre d'UV il y a je sais pas, je dirais 5 ans, peut-être, voilà, à peu près, enfin, il n'y a pas très très longtemps. Et à côté de ça, en 1984, oui, 1984, il y a dans la revue Le Débat un gros discours entre Marc Fumaroli et Gérard Genette. C'est un article dans lequel les deux disent mais vous croyez qu'il faut garder cette classification par siècle? Alors, je vous le donne en mille, naturellement. Fumaroli est à fond pour garder les siècles, ça lui paraît indispensable, alors que Gérard Genette dit qu'il est temps de travailler en transversalité. Mais les choses ont tendance à se réindurer, c'est-à-dire on a parfois, même en comparé, qu'était la discipline qui pouvait éventuellement permettre cette liberté-là et cet abandon de tous ces canons insupportables, et ben même en comparé, il y a de nouveau des retours vers les petites cases, les éternelles petites cases. Alors par exemple, on est comparatiste, spécialiste du 16e, comparatiste, spécialiste du 19e, etc. Donc, vous voyez comment il y a quelque chose de tout à fait intéressant ici, qui est bah, comment dire, la fragilité de cette liberté qu'on peut se donner, de se donner, pardon, à essayer non seulement de pratiquer, mais aussi de définir et de poser le contemporain. En fait, l'extrême contemporain, on ne peut pas le poser, parce que dès qu'on le pose, il se prend dans les glaces où il devient statue de sel, et c'est toute la difficulté de cette notion. Voilà, je vous remercie.